Eh bien, écoutez, on va donc plonger dans l'univers des AMEP et avec au programme un retour sur l'autoconsommation collective et son application au sein des AMEP, des REX, retour d'expérience, notamment avec les ZAD de Simiane, et puis avec une association aussi que vous présentera donc Julie. Et puis un focus, comme on l'a décrit, sur les actions possibles par les collectivités pour encourager justement ce déploiement et participer au développement territorial de ces pratiques solidaires. Julie, je vous laisse enfin la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci Vanessa, merci à tous. C'est une grande joie de présenter les AMEP aujourd'hui à votre organisation, donc merci pour ça. Donc oui, je crois qu'on va pas prendre trop de temps, on va aller directement au vif du sujet. Les AMEP, c'est donc une association pour la mutualisation de l'énergie de proximité. En fait, vous allez voir dans les slides, j'explique un peu pourquoi, quel est le parallèle AMAP-AMEP. Les AMAP étant des associations. Oui? Oui, Julie, on ne voit plus la présentation d'ailleurs, à propos de présentation. Ah. On n'a plus de partage d'écran là. Voilà. Ça marche? Parfait. Oui, oui. Alors, c'est parti. Voilà, comme disait Vanessa, une première partie sur les AMEP et quelques infos sur l'autoconsommation. Et ensuite, une deuxième partie, plutôt comment est-ce que vous pourrez vous emparer du sujet, vous l'approprier et voir ce que ça peut ouvrir comme porte dans votre écosystème. Et puis, bien sûr, des échanges et des questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat, c'est fait pour ça. Alors, le projet des AMEP, eh bien, voilà, il est venu de Christophe Brun et moi-même. Christophe est arrivé à Simiane il y a 3 ans et c'est un geek de l'énergie, un geek du panneau photovoltaïque. Donc, quand on s'est rencontrés autour de Simiane en transition, qui est un collectif citoyen, une ville en transition, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous connaissent ça. C'est un collectif qui a pour objectif de créer des projets très concrets sur les territoires, donc en local, pour faire avancer la transition dans les thématiques standards de mobilité, énergie, alimentation, biodiversité, zéro déchet, etc. Donc à Simiane, là où on habite entre Aix et Marseille, à Simiane, il y a une ville en transition qui est très active. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là, dans le groupe Énergie, évidemment, qu'on s'est rencontrés, Christophe et moi. Et il avait déjà depuis un moment envie de monter donc cette petite communauté d'autoconsommation collective, comme on dit, à partir de ses panneaux solaires, c'est-à-dire de son installation à lui, qui est donc sur le toit de sa maison, que vous voyez là sur le toit de sa maison. On les devine, voilà. Moi, de mon côté, j'ai plutôt un passé d'associatif, oui, depuis longtemps. En particulier, effectivement, j'ai créé une AMAP il y a 16 ans à Simiane, qui fonctionne très, très bien. Et puis, j'ai pas mal fait d'associatif un peu dans toutes les périodes de ma vie. Donc, c'est un peu la réunion de ces deux parties qui a créé l'AMEP. Donc, le 1er juillet 2022. Alors, qu'est-ce que c'est une AMEP? Oui, c'est une AMAP de l'énergie, c'est-à-dire qu'on a dans cette idée d'AMEP, une idée de résilience énergétique du territoire. On va essayer de produire localement, consommer localement. Ensuite, il y a effectivement une relation directe entre le producteur et le consommateur, parce qu'on va voir, à cause d'Enedis, il y a une obligation d'un périmètre, une contrainte de périmètre entre les différents participants d'une AMEP. Et donc, forcément, ce sont des voisins. Donc, ce sont des voisins qu'on peut rencontrer très simplement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on encourage à faire au sein de l'AMEP. De l'éducation à l'électricité et aux énergies renouvelables, ben oui, parce que ça fait partie des valeurs fortes de l'AMEP. Et puis, cet esprit solidaire qui lutte contre la précarité énergétique ou qui encourage surtout le soin aux personnes exilées ou en situation de handicap ou aux migrants ou d'autres. Vous verrez, il y a pas mal d'associations très diverses et variées sur le côté social qui sont partenaires des AMEP. Voilà.
Donc, à Signane, voilà, globalement, en fait, c'est ça qui se passe. Il y a aujourd'hui 2 producteurs, donc 2 toitures, qui donnent de l'électricité à des particuliers et un ESAT qui se trouve donc juste de l'autre côté du village, qui est donc un établissement qui fait travailler les personnes en situation de handicap. Mais j'imagine que vous connaissez ça. Oui, je ne l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a quelque chose de pas clair ou si, enfin, je dis ça à Vanessa et Emmanuel peut-être comme ça, enfin, ou qui veut pour, voilà, s'il y a quelque chose qui est moins fluide. Merci. Alors, comment ça fonctionne l'autoconsommation? Ben, autoconsommer, en fait, c'est produire et consommer sa propre électricité, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, le soleil tape sur les panneaux photovoltaïques et cette production d'électricité, en fait, elle va d'abord servir en premier à la maison, d'accord? Donc, j'ai des choses dans le four, de l'électricité, de la lumière, une machine à laver le linge qui tourne. Ça va, l'électricité produite sur le toit va d'abord servir à ça, d'accord? Ensuite, s'il y a trop d'électricité par rapport à la consommation, trop d'électricité produite par rapport à la consommation de la maison, alors il y en a une partie qui repart vers le réseau. D'accord? C'est ce qui s'appelle le surplus d'électricité. Okay? Et à l'inverse, si la consommation de la maison est supérieure à ce que produit les panneaux photovoltaïques, eh bien dans ces cas-là, la maison prend de l'électricité qui vient du réseau. D'accord? Donc, on va voir ça directement sur ce petit graphe qui est une journée type et qui s'est passée effectivement le 5 novembre 2022 sur l'installation de Christophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous voyez, la courbe verte, c'est la courbe de production d'électricité, donc les panneaux photovoltaïques. À partir de 8 heures du matin, ils ont commencé à produire, vous voyez la courbe verte, d'accord? Et puis, à peu près vers 13 heures, ils ont été au maximum de leur production. Et puis après, ils ont, leur production a décru jusque vers 17h30, 18h, il n'y avait plus rien. Voilà. C'est vraiment une courbe très, très classique. Et la consommation, par contre, du foyer de Christophe, ben vous voyez qu'il y a un petit saut de consommation entre 7h et 8h. Ensuite, une progression, bon, même si elle est hachée, hein, vers midi, on dirait 11h30, midi, une chute de consommation, et puis après un pic, et puis après, donc, la consommation réduite. Alors, vous voyez 2 points particuliers qu'on a mis en exergue. Donc, le premier qui est vers 9h du matin, où là, les panneaux produisent donc 682 watts, d'accord? La maison en consomme 189, et donc il y a une partie de la production qui est renvoyée sur le réseau, 493 watts. Ça, c'est ce qui s'appelle le surplus de production, d'accord? Qui n'est pas auto-consommé. Et un autre exemple, là, à droite, donc vers 15 heures, ben vous voyez qu'ici, la consommation de la maison, elle est plus importante que la production, donc c'est ce qu'on voit là-dessus. Hein. Ce qui va alimenter la maison, c'est la partie de la production, 2830 watts, et puis une partie qui vient du réseau, d'accord, du réseau public, 1033 watts. OK, donc voilà. Donc là, c'est l'inverse. Non seulement il n'y a pas de surplus, mais c'est l'inverse, c'est-à-dire que la maison récupère de la consommation du réseau. Voilà, j'espère que c'est clair. Alors, oui, donc pour monter une AMEP, il faut monter une association, d'accord, qui va être la personne morale qui échange avec Enedis. Enedis ne discute pas avec un particulier tout seul ou plusieurs particuliers. Il va parler, il va échanger des informations avec une personne morale qu'on appelle une personne morale organisatrice, typiquement une association. Et cette association, voilà, ses membres, donc les participants, tous les consommateurs et les producteurs, parce qu'il peut y avoir plusieurs producteurs hein, dans une AMEP, ils doivent tous être dans un certain périmètre. Alors, à la base, dès le départ, le périmètre autorisé d'une opération d'autoconsommation collective, c'est 2 km.
et ça ne pourra pas être plus que 2 km en zone urbaine. D'accord? Après, on peut demander une dérogation au ministère de la Transition écologique. Si on est en zone pays urbaine, ce périmètre de cette contrainte donc de situation entre tous les participants d'une même AMEP peut être élargi à 10 km et en zone rurale, ce sera 20 km. Donc c'est une démarche qui est simple à faire, mais il faut y penser. Dans une AMEP, il peut y avoir autant de producteurs et de consommateurs qu'on le souhaite. Il n'y a pas de limite. Il y a une limite de production, alors je crois, mais je ne suis plus très sûre du montant. Aujourd'hui, c'est tellement haut qu'on ne s'en est évidemment pas du tout préoccupé, mais je sais qu'il y a une limite de production totale de l'AMEP. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kennedy's nous permet de choisir comment nous allons pouvoir répartir le surplus. Dans une opération d'autoconsommation collective, on peut soit envoyer avec une clé statique un certain pourcentage du surplus aux 4 ou 5 bénéficiaires, d'accord? Donc là, typiquement, dans le cas où il y avait 4 consommateurs, ah non, je me suis trompée là, mais enfin, c'est pas très grave. Tout au début, à Simiane, il y avait 5 consommateurs, il y avait 4 particuliers et les AT. C'est pas bien grave. L'idée, c'était qu'on avait chacun eu 10%. Bon, passons. Disons qu'on est 3 consommateurs et les AT, donc ça fait 10% de surplus, comme je l'ai mis sur la clé statique, 10% du surplus à chacun des 3 particuliers et 70% à les AT. Vous voyez que la totalité du surplus, les 100% sont bien répartis. Et bien ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a du surplus qui va être partagé, 10% de ce surplus est systématiquement envoyé à un consommateur, à un particulier, ce qui veut dire que si jamais le particulier n'est pas là et qu'il ne consomme pas ces 10%, eh bien ces 10% sont perdus, entre guillemets, pour l'AMEP, d'accord? Donc voilà la limite de la clé statique. Mais sinon, ça permet d'être assez clair sur comment on répartit, d'accord? Nous, on a plutôt choisi la clé dynamique, qui est une répartition en proportion des consommations, c'est-à-dire c'est celui qui consomme le plus qui va avoir le plus. Alors vous allez me dire, ça peut être un peu pas trop éthique. En fait, vous allez voir avec les valeurs de la MEP, il n'y a aucun souci. C'est des choses qui se travaillent et qui sont vraiment très faciles à anticiper. Et puis, de toutes les façons, c'est ce qu'on voulait à la MEP de Simiane, puisque ce qu'on voulait, c'est donner tout notre surplus d'électricité à l'ESAT, donc à cette association qui a beaucoup de sens pour nous. Et donc, c'est ce qui se passe, puisque évidemment, l'ESAT est un gros établissement. En plus, il y a un foyer de vie sur ce même à cet endroit aussi. Et donc, en fait, les AT consomment bien plus que tout le monde et donc récupèrent la quasi-totalité du surplus, enfin de la part de production de la MEP de Simiane. Voilà. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Enedis fait un relevé toutes les 15 minutes. Donc, ça, c'est intéressant, c'est important à savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas lissé sur la journée, absolument pas. C'est à l'instant T, ou plutôt pendant le quart d'heure Q. Dans ce quart d'heure-là, il faut que la consommation soit en phase de la production. D'accord? S'il y a X surplus pendant ce quart d'heure-là, il faut qu'il soit consommé pendant ce quart d'heure-là par les participants de la MEP. Sinon, s'il n'est pas consommé au sein de la MEP, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il repart sur le réseau. D'accord? C'est ce qu'on pourrait appeler le surplus de surplus. D'accord? Voilà, donc ça, c'est intéressant aussi de se dire qu'est-ce qu'on veut optimiser ou pas. Avec une clé statique, on va avoir plus de surplus, sans doute, qu'avec une clé dynamique. Voilà, ça a l'air un peu technique, ces histoires de clés de répartition, mais en fait, il y a beaucoup de questions presque éthiques derrière. C'est pour ça que j'aime bien quand même en parler, et on peut en parler tout à l'heure si vous voulez.
Excuse-moi, Julie, Oui. je t'interromps un tout petit moment juste pour demander à 2 participants, donc nommés Frézy et Sophie, de couper leur micro, s'il vous plaît. Merci à vous. Et puis, je voulais peut-être te relayer une question, effectivement, d'un participant sur la diapositive précédente. Donc là, je vois que tu viens de passer juste celle d'avant, excuse-moi, concernant un graphique que tu avais proposé. Donc ça doit être, voilà. Quelle est la puissance installée dans le graphique donc, quelle est la puissance de l'installation en fait de Christophe? La question était là. Et est-ce que tu connais la date de cette installation et est-ce qu'il y a un contrat en obligation d'achat? Alors oui, je peux répondre à toutes ces questions, mais c'est un petit peu plus tard dans la présentation. Du coup, Ah, bah, très bien. on Oui, fera tout à l'heure. D'accord. oui Parce que, ouais. juste par rapport à ce graphique-là, je croyais que la question était d'où venait ce magnifique graphique. Eh bien, on a un partenariat avec la société EnoGrid qui nous permet d'avoir des retours, enfin des visualisations hyper performantes de toute la production et consommation de la MEP. Donc, mais ça aussi, EnoGrid est un partenaire important. Alors, du coup, oui, merci Vanessa, je vais répondre. Eh bien, déjà, il y a la moitié des réponses là. L'installation de Christophe. Alors, c'est une maison de 120 mètres carrés, on aime bien dire tout électrique, c'est-à-dire que tout ce qu'il utilise, que ce soit son chauffage par la pompe à chaleur, toute sa cuisine, sont des plaques électriques, etc., un chauffe-eau, et il a un véhicule électrique. Donc, vous voyez qu'il a tout intérêt à optimiser son autoconsommation. D'accord? La puissance installée dans l'installation de Christophe, c'est 6 kW crête avec 16 panneaux et une surface donc sur le toit de 25 mètres carrés. Voilà, je pense que ça répondait presque à toutes les questions. Depuis quand? Alors, ben, c'était 2022, fin 2022, c'est ça, 2022. Je vais le rajouter sur la slide, tiens. Merci pour ces questions. Voilà, donc j'insiste toujours aussi que malgré l'optimisation, le pilotage automatisé, Christophe, comme je disais tout à l'heure en préambule, est un geek des panneaux photovoltaïques. Il a même une borne donc électrique de pilotage du chargement de son véhicule électrique et il pilote essentiellement en fait le chauffe-eau et le chauffage. Et malgré ça, il a toujours du surplus. D'accord? Donc, c'est important de se dire que quoi qu'il arrive, il y a toujours un instant T où on n'auto-consomme pas tout ce qu'on produit. Voilà, un petit planning de comment a été mise en place la MEP de Simian. Et pour vous montrer que c'est vraiment pas compliqué. Et d'ailleurs, Christophe et moi, on est là pour aider les projets d'AMEP à se concrétiser. On accompagne les projets donc depuis 2022 et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Ces activités sont bénévoles, mais c'est vraiment une part non négligeable de notre temps maintenant. Voilà, alors comment s'est mise en place la MEP? En février 2022, donc Christophe commençait à réfléchir sur le sujet, il m'en a parlé, et c'était concomitant à sa demande de raccordement à Enedis. Voilà. Et à ce moment-là, il en a parlé à Enedis. Il a mentionné l'idée de créer une opération d'autoconsommation collective entre particuliers. Voilà. C'est quelque chose qu'on peut faire relativement récemment. Hein. Depuis 2021, on peut faire ça. Avant, c'était pas toujours possible. Voilà. Mars 2022, on a commencé à rédiger donc les statuts de la MEP. Donc, comme j'expliquais, il faut que ce soit une association qui échange avec Enedis. Donc, il fallait créer une association qui chapeaute l'opération de mutualisation d'électricité. En avril, donc le raccordement à Enedis est actif pour l'installation de Christophe. Et on a commencé à discuter du coup avec nos voisins. Enfin, surtout Christophe avec ses voisins, puisque c'est lui qui souhaitait donner son électricité.
Voilà, on a créé l'association et déclaré à Enedis la mise en œuvre d'un projet d'opération de partage d'électricité. D'accord, cette déclaration, en fait, elle est suivie d'une convention, mais avant la convention, il faut donner un certain nombre d'informations en fait à Enedis pour dire qui va participer, en particulier les compteurs Linky. Hein. Au jour d'aujourd'hui, Enedis demande à ce que chaque participant ait un compteur Linky. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Voilà, au mois de mai, les voisins intéressés, un peu tous ceux que Christophe avait approchés, étaient d'accord pour faire partie de l'aventure et surtout de l'expérience, hein, parce que dès le début, en fait, on a voulu d'abord valider l'expérience avant de proposer à l'ESAT de nous rejoindre. Hein. On voulait vraiment qu'on puisse savoir comment ça fonctionnait et si ça valait le coup. C'était aussi un petit peu ça notre point d'interrogation. Donc en mai, les voisins intéressés, 5 consommateurs. Enedis confirme la faisabilité. Adhésion, alors bien sûr on demande une adhésion à notre AMEP, mais puisque c'est du don d'électricité, nous sommes bénévoles, ça semblait logique d'avoir une adhésion gratuite. Alors les choses vont peut-être évoluer parce que vous verrez plus tard, le réseau des AMEP s'agrandit, mais pour l'instant, on reste là-dessus. Signature d'une convention entre l'AMEP et Enedis. Donc là, voilà, à partir du moment où la convention est signée, on a commencé à avoir des courriers de nos fournisseurs d'électricité. Donc, moi, je suis chez Enercop, mais il y en a d'autres chez EDF. Tout le monde a reçu un petit courrier qui nous disait « On a bien compris que vous allez faire partie d'une opération d'autoconsommation collective. » Et puis, le 1er juillet, voilà, l'opération a été en service. Donc, vous voyez, ça a été assez rapide. Hein. Février-juillet, pour une des premières opérations entre particuliers, c'est assez rapide. Voilà. Ensuite, l'évolution, c'est que donc, le 1er mai 2023, comme je vous disais, on a changé de bénéficiaire puisque l'ESAT nous a rejoints et il y a une des familles qui est sortie du projet. Et puis, on a changé la clé de répartition qui avant était statique. Et donc, à partir du moment où l'ESAT est rentré dans l'opération, c'est devenu une clé dynamique. C'est-à-dire que, voilà, l'ESAT a récupéré tout le surplus. Et puis, une demande de dérogation, oui, qu'on n'avait pas faite avant pour avoir un périmètre à 10 km puisqu'on est en zone périurbaine. On est vraiment pile poil entre Aix et Marseille, donc c'est vraiment là, au milieu de la métropole, c'est périurbain. Voilà, et puis le 1er mars 2024, donc il n'y a pas si longtemps, un des consommateurs, l'AID, est devenu producteur puisqu'il a installé donc une installation solaire qui ressemble beaucoup à celle de Christophe, hein, le même genre de puissance. Voilà, il nous a rejoints, il est devenu producteur. Donc maintenant, il y a 2 producteurs à la MEP et l'ESAT, et on est toujours 3 particuliers à bénéficier d'un éventuel surplus. Voilà, et puis en décembre, on devrait avoir le plaisir d'accueillir 3 nouveaux producteurs sur la MEP de Simiane, puisqu'on a fait une petite journée portes ouvertes et 3 de nos voisins sont prêts à nous rejoindre. Voilà pour la MEP de Simiane. Alors, ça nous semblait important d'avoir une charte pour un peu expliquer d'où venait cette envie de donner l'électricité et quelles étaient ses bases. Alors, on a défini 4 principes clés. Le premier, le L pour lien social. Oui, parce que la transition énergétique, la transition écologique, elle ne se fera pas s'il n'y a pas de lien social. C'est la base de la transition, c'est de coopérer, c'est de faire ensemble, c'est de parler avec son voisin ou les gens autour de soi pour faire avancer les choses et pas être tout seul dans son coin. Ensuite, le E pour éducation, éducation à l'énergie et à la sobriété. Bah oui, quand même, dans ce groupe énergie de Simiane en transition, qui était donc la genèse de Christophe et moi, il y a bien sûr ce volet énergie et sobriété énergétique. Essayer d'aider les gens à comprendre un peu qu'est-ce que c'est que cette facture, qu'est-ce que représentent ces kilowattheures et comment faire pour
réduire et qui peut donner les trucs, les astuces, les bonnes pratiques. Voilà, on fait ça un peu à Simiane aussi. Et bien sûr, parler des énergies renouvelables, essayer d'avoir des ordres de grandeur, tout ça. Cette éducation à l'énergie, elle est hyper intéressante et elle va d'ailleurs bien au-delà de la MEP. Ensuite, le G pour gratuité. Alors oui, c'était vraiment l'idée de Christophe, c'était qu'il fallait que ce soit gratuit. Et c'est vrai que dans un monde où aujourd'hui tout est monnayé, tout est monnayable, et c'était vraiment très innovant et c'est ce qui nous a plu. On a essayé de se renseigner un peu sur l'économie du don, tout ça, ça nous a plu. On était avec une autre personne à l'origine de ce projet, Virginie Gallon. On a tous les trois beaucoup réfléchi aussi à ce qu'il y aurait derrière cette gratuité. On a tout de suite voulu donner donc à des foyers en précarité énergétique ou à des associations qui ont du sens. Ce qui est sûr, c'est que ce que Christophe dit aussi, c'est que c'est beaucoup plus simple de donner son électricité que d'essayer de la revendre. Après, il faut se mettre d'accord sur le prix, de combien ça va coûter, etc. Il faut sans doute faire des tas de documents législatifs, juridiques clairs, etc. Donner, c'est très simple. Voilà. Et le S pour solidaire, oui, parce que on peut donner à son voisin, on peut donner à sa grand-mère, on peut donner à ses enfants, ou voilà, et on peut aussi donner à des foyers en précarité énergétique ou des associations qui ont du sens. Et on demande à ce qu'au moins 10% de son don soit solidaire. Voilà. Voilà. Un petit peu de retour d'expérience. Alors, à Simiane, ça a été le retour d'expérience du 1er juillet au 30 juin 2023. Donc, vous voyez, un an. Sur un an, et à l'origine, donc vous vous souvenez, il y avait 5 foyers. En fait, le résultat de ce retour d'expérience, c'est qu'il y a eu 9% des consommations des 5 foyers qui a été couvert par le surplus de... Et là, à l'origine, il n'y avait que Christophe. Hein. Donc, en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout négligeable. Qu'en fait, il y avait un vrai gain, une vraie valeur ajoutée, une vraie valorisation, en fait, de ce surplus. Et ce que Christophe dit pour lui, l'idée principale d'installer des panneaux photovoltaïques sur son toit, c'était l'autoconsommation, c'était réduire sa propre facture d'électricité. Toute la partie qui aurait pu être valorisée par le contrat d'énergie d'EDF, obligation d'achat, bien sûr, elle est non négligeable, mais c'était pas l'essentiel du tout de l'objectif de l'installation solaire. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on fait des webinaires tous les mois depuis 2022 sur le sujet de la MEP et de plus en plus de porteurs de projets nous ont contactés un peu partout en France. Aujourd'hui, il y a 13 opérations en service, donc 13 AMEP en service, et j'ai mis plus de 40, mais oui, au moins 40, si ce n'est 50 porteurs de projets qui sont en cours de création de leur AMEP. Voilà, donc en fait, on se structure en réseau des AMEP maintenant, plutôt que une AMEP seule. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles fleurissent partout. Hein. On en a une à Toulouse, dans le Nord, à Grenoble, dans la Drôme, 2 dans le Var, à Toulon et Valbonne. Il y en a une autre à côté de nous. J'en oublie. Il y en a une en Bretagne, une autre en Pays de Loire, je crois. Donc, en fait, voilà, des AMEP aujourd'hui, elles s'installent partout. Il y en avait donc une en 2022, 3 en 2023, 13 en 2024, peut-être même plus là d'ici la fin de l'année normalement. Donc, on voit que ce phénomène, cette aventure en intéresse plus d'un. Voilà. Un peu de retour d'expérience justement dans une autre AMEP, l'AMEP de Dieulefit. Alors,
ils ont choisi de donner l'association Passerelle. Cette association donc, accueille et accompagne des personnes exilées et forme sur les problématiques de la migration et de l'accueil. Donc, ça fait 10 mois qu'il y a eu du don de l'AMEP de Dieulefit à cette association. Et j'étais en contact justement avec le porteur de projet qui me disait que les 73 €, en fait, au titre de l'autoconsommation collective qu'avait pu récupérer l'association Passerelle, ça correspondait à peu près à 10% de leur facture. Donc, voilà, c'était très content. C'est vraiment non négligeable, c'est vraiment bien. Et un autre retour d'expérience de l'association C'est Mieux, c'est l'AMEP de Valbonne. Alors là, ils ont une toute petite production, eux. Et le partenariat a démarré cet été, donc on n'a pas de chiffres. Ce qui est intéressant, c'est que donc elle a pour objet l'étude, l'expérimentation et la mise en place d'actions d'insertion ou de formation liées à l'écologie urbaine et à la sauvegarde de l'environnement pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle. J'ai choisi ça un peu pour vous montrer la diversité des bénéficiaires solidaires. Voilà, on peut en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est intéressant. Sur notre territoire, il y a énormément d'associations sociales et de l'économie sociale et solidaire qu'on peut aider. Voilà, je ne sais plus pas quelle heure il est. Ah, il est 11h52, mais je vais activer. Les valeurs de l'AMEP, j'en ai déjà parlé. Quelle perspective pour les collectivités? Excusez-moi, j'aurais dû aller plus vite, mais c'est la partie la plus importante pour vous. Alors, associés citoyens. On avait du retard, Julie. Hein, on avait un quart d'heure de retard. Donc, on peut prendre un quart d'heure de plus. J'aurais dû le faire plus vite. Bon, c'est pas très grave, c'est très bien. Associés citoyens et organismes locaux. Ben oui, parce que j'en ai parlé déjà un peu, hein, la coopération, donc, mais vous le savez tous, c'est nécessaire à l'évolution vers le futur qu'on souhaite, le futur désirable. Hein. On trouvera des solutions ensemble. Et l'aide aux personnes isolées, exilées ou en précarité, donc c'est aussi nécessaire pour cet avenir parce que si on en laisse de côté, on sait qu'on n'avancera pas assez vite et pas correctement pour aller vers ce futur désirable. Et puis les citoyens et les organismes locaux, en fait, il faut aussi trouver une autre façon de penser, d'accord, et les AMEP, ça peut aider à faire ça. Ça peut aider à rassembler des gens autour de nouveaux concepts de dons, d'énergie renouvelable, de sobriété énergétique, voilà, aujourd'hui, on va parler kilowattheure. C'est pas un truc dont on parle souvent, mais maintenant, quand je croise mes voisins, je parle kilowattheure. Donc voilà, des choses qui changent quoi, dans la vie de tous les jours. Voilà, et le lien entre les citoyens et l'écologie, bien sûr, les collectivités ont un rôle à jouer là-dedans, donc ça, vous le savez. Alors, mettre en place une opération d'autoconsommation collective au niveau des collectivités, ben, oui, en tous les cas, ça peut être déjà intéressant pour vous, si vous avez, enfin, je ne sais pas exactement dans l'assistance qui fait partie de collectivités avec des bâtiments, etc. Mais effectivement, entre les bâtiments municipaux, ben, c'est si on veut que le surplus d'un bâtiment aille alimenter un autre bâtiment municipal, ben, c'est en fait de l'autoconsommation collective entre bâtiments. Voilà. Donc, c'est tout à fait un dispositif que vous pouvez mettre en place. Alors, c'est pas vraiment une AMEP, mais c'est une opération d'autoconsommation collective, d'accord? Et évidemment, ça permet de réduire ses dépenses d'énergie. Et ensuite, alors vous pouvez aussi, j'ai trouvé ça, c'était intéressant de parler de ça avec vous. J'imagine que vous êtes déjà sensible à tout ce qui est énergie citoyenne, mais j'ai voulu quand même l'ajouter dans ma présentation, hein, mettre à disposition la toiture d'un bâtiment municipal pour un projet d'énergie citoyenne, ça se fait maintenant un peu partout. Hein. Souvent, c'est accompagné d'une gouvernance partagée et c'est surtout un investissement de citoyens, de collectivités, d'entreprises, voilà, ou d'associations, et ça, c'est des investissements communs.
Du coup, là, j'en ai cité 2 parce que énergie partagée et les centrales villageoises sont assez connues, mais il y en a plein d'autres. Voilà, et les perspectives, pour encourager développer le réseau des AMEP, bien sûr, vous pouvez en parler autour de vous, mobiliser des acteurs de votre région, parler d'énergie renouvelable à vos citoyens et leur faire connaître que c'est possible d'installer de donner le surplus de son électricité. C'est finalement la plus grosse partie parce qu'il y a même des installateurs qui ne savent pas que ça peut être possible et puis on entend tout et son contraire aussi. Alors maintenant, vous savez que c'est possible. Et effectivement, faciliter les démarches d'installation de panneaux photovoltaïques, c'est pas mal aussi parce que c'est vrai que dans certaines communes, on nous rapporte qu'ils n'ont pas réussi à avoir le permis de construire, etc. Alors, on entend bien qu'il y a des fois où ce n'est pas possible, mais essayez de voir dans quelle mesure il peut y avoir un accompagnement. Voilà, là-dessus, c'est quand même important que les particuliers s'équipent aujourd'hui. Voilà, je fais assez vite parce que le plus important sont quand même les questions. S'il y en a, j'aimerais bien pouvoir y répondre. Désolée, il reste 5 minutes. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'ai pas regardé le chat, moi. Vanessa, ouais, mais t'inquiète pas, on va le faire pour toi. Et en tous les cas, merci encore une fois. Hein, merci pour ta présentation, ton adaptabilité et dis donc ta réactivité, hein, parce que là, tu as mis le turbo. Donc, je vais te relayer effectivement quelques questions qu'on a eues durant ta présentation, notamment Nicolas qui demandait, y a-t-il un lien avec la coopérative AVEPA, donc un collectif citoyen? Alors, je te laisse répondre. Alors, on connaît bien l'AVEPA, effectivement, parce que c'est un collectif qui sont un peu différents dans le sens où leur idée, eux, c'est d'installer une centrale solaire sur un toit, sur un bâtiment, municipal ou même sur une entreprise. D'ailleurs, il y en a une juste à côté, la Gardanne, c'est juste à côté de Signal. Mais les citoyens investissent dans l'installation de la centrale, mais après, le tout est revendu à EDF ou à Enercop, en l'occurrence, je crois qu'AVEPA, c'est aussi Enercop, mais il n'y a pas d'autoconsommation. Enfin, les citoyens ne sont pas liés à la consommation ou à l'autoconsommation, les citoyens qui investissent, et surtout, ce n'est pas gratuit. Mais bien sûr, on les connaît, c'est des copains. Julien? Oui, dans le même genre de questions, je connais bien, un collectif sur Marseille qui s'appelle Massilia Sun System. Pareil, est-ce qu'ils sont joueurs alors, eux, c'est exactement le même type de projet que l'AVEPA. C'est très intéressant au niveau gouvernance, au niveau, ils ont été accompagnés par Énergie Partagée aussi. C'est des principes j'installe une assez grosse centrale solaire quelque part et l'idée n'est pas l'autoconsommation, mais la revente à EDF. Mais le plus intéressant là-dedans, c'est l'investissement citoyen. Donc, permettre à des citoyens d'investir dans les énergies renouvelables, en fait. Il se trouve, Julie, que je travaille à Énergie Partagée, et donc c'est pour ça que je les connais. Mais du coup, l'investissement citoyen, ok, mais est-ce qu'ils sont au courant qu'il y a c'est le cas de le dire, qu'il y a ce système? Ah oui, qu'on existe, oui. Oui, d'accord, vous êtes bien en lien, ok. Oui. C'est ça qui m'intéressait. Tout à fait. Oui, parce que j'ai pas parlé de ça, mais oui, Énergie Partagée, on les connaît bien. Les gens de Enercop PACA, on les connaît bien. L'AVEPA aussi. Il y a d'autres assos comme 3APV qui aident les particuliers à installer leurs panneaux photovoltaïques, on les connaît bien. Il y a toute une communauté d'énergie qu'on connaît bien. Alors, surtout par Christophe, qui est très, très investi dans ce domaine et dans ce secteur. D'accord. Merci. Merci Julie. Avant de continuer dans les questionnements du chat, je vois que Nicolas a levé la main. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'était pour ma question, c'était pour ce que ça sous-entendait en fait, c'était pourquoi avoir créé une nouvelle structure alors que ça aurait pu être fait dans la même association de l'AVEPA par exemple, parce que j'ai vu qu'ils avaient une asso et une coopérative.
effectivement, ils font des projets sur des grandes toitures, mais ils pourraient aussi en faire sur l'AMEP, ça pourrait être mené par la même structure plutôt qu'en avoir deux, quoi. C'était plutôt ça ma question. Mais en fait, ce qui se passe, merci Nicolas, en fait, l'idée, c'est que créer une AMEP, ça s'adresse aussi à des gens qui n'y connaissent rien en panneaux photovoltaïques et voilà, en projet citoyen. Et c'est aussi une question de dimensionnement. C'est-à-dire que quand il y a un petit porteur de projet du fin fond de la Bretagne qui nous dit « j'ai installé 1,3 kW et j'aimerais bien donner mon surplus à mon voisin », ben, lui, il pourrait être porté par une AMEP, enfin, par une association chez nous ou à l'AVEPA, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, c'est mieux que lui-même crée son association dans lequel qu'il va probablement pouvoir faire évoluer, c'est-à-dire avoir d'autres producteurs, d'autres consommateurs, des consommateurs solidaires qui vont s'agréger sur son projet. Vous voyez un petit peu le développement de chaque… en fait, c'est un développement plus territorial. D'accord. Par contre, l'AVEPA, si un jour ils veulent utiliser leur association pour être personne morale organisatrice et créer une association qui est plutôt donner du surplus à leurs voisins, il n'y a pas de souci, ils peuvent le faire. C'est vrai que j'en ai pas parlé avec eux. Il n'y a pas de souci, ils peuvent le faire, à voir dans leur statut. Est-ce que cette partie don d'électricité, c'est quelque chose qui est compatible avec leur statut? Je ne sais pas exactement ça. J'ai vu qu'il y avait une question sur les taxes. Oui. Alors, oui, ce qui est gratuit, c'est bien la partie don d'électricité. C'est-à-dire qu'on paye toujours la TURP, la taxe d'acheminement de l'électricité que récolte Enedis. Je ne sais pas si c'était ça la question. Mais… si, je pense que c'était ça. Il y avait aussi une question sur le raccordement à Enedis. Implique-t-il un coût pour les membres de l'AMEP, la partie raccord? Non, pas du tout, puisque… Alors, pour les producteurs, pour être producteur et reconnu producteur par Enedis, il faut avoir un certain document, que ce soit un consuel ou avoir une attestation d'injection, en fait, sur le réseau. Par contre, la seule demande d'Enedis, c'est d'avoir un compteur Linky. Voilà. D'accord. Alors, il y avait aussi une question en suivant, est-ce que la collectivité peut donner de l'électricité à une association, voire à ses administrés? Je vois qu'on a eu des partages d'expériences dans la partie conversation à ce sujet. Est-ce que tu veux réagir dessus, Julie? Là-dessus, je ne suis pas très à l'aise parce que je pense que vous en connaissez plus que moi, vous êtes plus au courant de ça. On avait approché, en fait, c'est la mairie de Mouansartou qui voulait faire ça et qui nous avait demandé de venir les voir. Et au cours de la réunion, en fait, ce dont on s'était rendu compte, c'est que c'était peut-être pas très simple pour une collectivité de faire du don. Voilà, et en particulier à des particuliers, enfin, justement, à des particuliers, c'est compliqué. Alors peut-être à des structures publiques, je sais pas. J'avoue que là-dessus, je ne suis pas très à l'aise. En plus, souvent, l'investissement dans une installation solaire pour des collectivités, c'est plutôt des investissements à long terme ou voilà, typiquement, il y avait une histoire d'installation solaire sur des ombrières de parking. Là, on voit bien qu'il n'y a pas du tout d'autoconsommation, ou si peu, parce qu'il y avait peut-être quand même quelques bornes électriques, mais enfin, c'était pas le principe, c'était pas l'autoconsommation. Donc là, le surplus d'une telle installation, il est gigantesque. Et du coup, voilà, c'est pas du tout le même type de format que pour un particulier qui va faire déjà de l'autoconsommation. Donc peut-être que vous avez des choses à partager là-dessus. Je serais ravie d'en apprendre plus de ce qui sort de la conversation. Julien, tu voulais réagir? Oui, alors sur la partie autoconsommation par les collectivités, on a fait un webinaire il n'y a pas si longtemps avec la commune de Malonnet, donc Malonnet près de Rouen, me semble-t-il, en Normandie.
Et donc, c'était très intéressant de se rapprocher de Laurent Fucien, qui est le DGS absolument créatif et hyper entreprenant à Maloney, pour voir comment on pourrait y greffer justement des opérations de dons d'énergie. Je crois qu'il est très intéressé par ces histoires de lutte contre la précarité. Et j'avais justement une question aussi, toujours de savoir si vous vous connaissez, parce que moi aussi je suis chez Enercop, je fais du micro-don. Ça me dit quelque chose, mais oui, Maloney. Oui, ça me dit quelque chose. Je crois qu'ils ont essayé de nous joindre, mais je ne sais pas. On est un peu débordés en fait là en ce moment. Eh ben alors là, du coup, je te conseille de lui répondre parce que Laurent Fucien de Maloney, il est absolument, très actif. Merci. Il développe vraiment, c'est très intéressant ce qu'ils font à Maloney au niveau de l'autoconsommation à large échelle. Ouais. Et mon autre. Ouais, pardon, tu voulais réagir? Je t'en prie. Non, mais je pensais aussi aux autres opérations innovantes qui sont sur le territoire aussi. C'est tout ce que fait Sérénissone, là, à Sérénie-Calas. Ils font aussi, pour le coup, ce sont des grandes toitures sur des bâtiments municipaux, mais qui sont en autoconsommation et les citoyens investissent dans cette opération et certains citoyens sont en fait même bénéficiaires puisque c'est, je sais plus, sur le toit d'un pool house, je crois, et donc les gens de la résidence, là où il y a la piscine, peuvent avoir de l'autoconsommation. Donc c'est aussi des montages tout nouveaux qui sont en train de se faire et d'éclore un peu partout. Donc on est en train de vivre vraiment quelque chose de très innovant dans la matière de l'autoconsommation. Oui. Oui, mais c'est Sérénie-Calas, on les accompagne aussi à énergie partagée. Oui. Et du coup, moi, celle-là, c'était plus en tant que, enfin, j'achète mon électricité chez Enercop, je fais un micro-don, je crois qu'il va à Énergie Solidaire. Il me semble qu'il y a quelqu'un d'Énergie Solidaire ici, là, dans les personnes qui nous écoutent. D'accord. Et du coup, je voulais savoir si vous étiez éventuellement en relation avec Énergie Solidaire et si Énergie Solidaire ne serait pas du coup intéressé par ce. Eh ben oui, alors, bien sûr. Là-dessus, je peux peut-être lui donner la parole d'ailleurs. Christophe est en lien avec eux, mais moi, je n'ai pas fait partie des échanges. Je sais que pour l'instant, voilà, typiquement, il y a aussi des histoires un peu techniques de responsables d'équilibre, par exemple, pour un producteur qui veut arriver sur le réseau et qui n'a pas de contrat EDF, obligation d'achat. Et donc, on voulait qu'Enercop soit notre responsable d'équilibre. Et pour eux, c'était un peu tôt. Ils disaient qu'ils attendaient de voir un peu ce qu'on allait devenir, nous, et puis comment eux allaient se structurer pour ça. Donc voilà, je peux juste te dire que oui, il y a des échanges, oui, on les connaît, mais pour l'instant, il n'y a pas du coup, ils sont deux. Ils sont deux et il y a Lucie et Aurélie alors, qui avec voudraient peut-être réagir. Avec plaisir. Génial. Génial. Non, bah merci beaucoup Julien pour ce passage de relais. Alors nous, Énergie Solidaire, en fait, on évolue effectivement dans l'écosystème que Julie, et merci beaucoup pour votre présentation hyper claire à montrer. Nous, en fait, on est un fonds de dotation qui collectons effectivement des dons, que ce soit des dons monétaires, aussi, on a la possibilité de valoriser sur le plan monétaire du don d'énergie. Et ces sommes-là, en fait, elles sont ensuite redistribuées à d'autres associations d'intérêt général des territoires qui agissent contre la précarité énergétique des ménages les plus modestes, en visant plutôt des rénovations performantes des logements. Donc, vraiment, on s'attaque vraiment à la question du logement dans son ensemble. Donc, on est un des acteurs, on va dire, dans l'écosystème qui lutte contre la précarité énergétique. Et dans ce contexte-là, on est en lien avec de nombreuses collectivités pour justement creuser comment la valeur peut retomber en fait sur les territoires, parce que c'est vraiment ça dont on parle aujourd'hui, et comment ce surplus qui est généré par les énergies renouvelables peut venir favoriser l'ensemble de la population et inclure y compris les ménages dans des situations de précarité énergétique forte, quoi. Voilà, donc merci en tout cas à ceux qui sont donateurs auprès de nous. Et puis à tous les autres, on pourra aussi laisser peut-être au CNFPT
notre contact, puisque ça peut aussi intéresser de creuser ce filon-là sur les territoires. Avec plaisir. Ouais, un programme en Occitanie qu'on a développé avec les collectivités, notamment avec la région Occitanie, pour pouvoir faire en sorte de mobiliser les développeurs et les producteurs du territoire à intégrer ce volet solidaire pour qu'on puisse vraiment faire retomber la valeur aux côtés des ménages en précarité énergétique du territoire. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un paysage qui bouge partout, de voir des AMEP qui fleurissent sur tout le territoire et cette question de la solidarité qui peut retomber aussi, c'est vraiment très, très enthousiasmant comme perspective. Oui, oui, merci. Oui, on fait tous des pas en avant, oui. Génial. Vanessa, est-ce qu'il y avait d'autres questions ou... Ah, on t'entend pas. Tu avais coupé ton micro. Ah oui, l'erreur de débutant. Une petite question qui se balade. Donc, je refais un saut sur un aspect partenarial. Tu as évoqué durant la présentation, Julie, Enogrid. Et justement, la question, c'est quel est le contenu de ce partenariat avec Enogrid et est-ce qu'il y a un coût en fait de leur intervention? Merci pour la question. Justement, les Enogrid, c'est j'aime beaucoup cet exemple parce que c'est vraiment pour montrer que le don amène le don. Au début, quand on leur a parlé de créer notre AMEP et Christophe voulait suivre les premiers échanges, ils nous ont dit bah oui, on vous met à disposition notre plateforme pour 1 an, comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça donne et voilà. Et l'idée derrière, c'était d'après de nous la vendre. Et bien, quand on leur a dit que tout était gratuit, qu'on était bénévole, que les gens donnaient, ils nous ont dit qu'ils mettaient à disposition leur plateforme à toutes les AMEP de France. Donc, c'est vraiment un contact humain, solidaire. Et voilà, c'est ce qui nous donne envie d'y croire aussi. Génial. Génial, génial. Oui, parce qu'au début, les données envoyées par Enedis pour arriver à quantifier les consommations et la répartition du surplus, c'était un tableau Excel bien pas piqué des verres, quoi. Donc, merci Enogrid qui a pu nous aider dans la représentation des chiffres. Ouais. Merci Julie. Pour information, Lucie mettait dans la conversation qu'il y a également la plateforme Elocop qui est portée par Enercop qui fournit visiblement les mêmes types de services qu'Enogrid. Il y a Emmanuel. Oui, excuse-moi Julie. Oui, Emmanuel, je voulais te donner la parole. Oui, Vanessa, merci. Et puis, merci aux personnes qui invitent effectivement le CNFPT à pouvoir faire monter les agents compétents sur ces sujets. Ce que je fais de manière très simple, c'est je vous indique mon adresse électronique en commentaire. Si on peut travailler effectivement sur l'évolution de l'offre de formation qu'on a déjà bien développé depuis plus de 10 ans avec Énergie Partagée, pour ne pas la citer encore une fois, et Enercop aussi. Tu peux voilà, lever de la victoire, Julien, effectivement. Mais effectivement, cette offre de formation, je pense, nécessite d'évoluer pour prendre en compte ces mobilisations de territoire et ces dimensions de solidarité et de cohésion. Voilà, je suis ravi que le webinaire réponde à des attentes, à des souhaits et je vous laisse la parole pour continuer les échanges, les débats. N'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail directement et on pourra éventuellement former un groupe de travail. Merci. J'ai le sentiment qu'on a fait le tour des questions. En tout cas dans l'onglet conversation. Il y a eu de riches partages là, justement d'informations. Donc ça, c'est vraiment très intéressant aussi. N'est-ce pas, comme dirait Julie, le don appelle le don. Et ben, on l'a eu aussi en démonstration durant ce webinaire. Donc, Julien, est-ce que tu peux rajouter quelque chose avant qu'on clôture peut-être ?
Bravo Vanessa pour avoir organisé ce webinaire et force à nous tous d'avoir résisté aux aléas techniques du début parce que ça valait le coup finalement. Voilà, et rendez-vous pour le prochain. J'ai plus en tête le sujet, ça va être encore chouette, mais j'ai plus trop en tête le sujet. Tu l'as peut-être en tête toi Vanessa, non? Oui, ouais, effectivement. Alors le prochain, on vous donne rendez-vous le 10 décembre. On communiquera bientôt, comme à notre habitude, sur la e-communauté énergie avec bien sûr la date et le contenu de ce webinaire, où nous aurons la présence de Pascal Lenormand et de Manuel Moreau, deux acteurs aussi du domaine de l'énergie et qui décident voilà, de parler de cette thématique de l'énergie, de la transition énergétique, en utilisant leur ressource qui est l'art. Donc, à travers la pratique, on va dire, créative et artistique, on a une fresque de l'énergie, on a une conférence gesticulée pour l'un, et puis pour l'autre, on a aussi d'autres créations artistiques pour rentrer justement dans cette transition énergétique. Donc, c'est ce qu'on vous propose le 10 décembre prochain. Oui, pour tous ceux qui ne savent pas, on a fait un gros cycle là sur des futurs désirables avec pas mal de choses. Vous retrouverez tout ça sur la e-communauté dans l'onglet des webinaires. Et par exemple, le mois dernier, c'était sur les low-tech avec une association normande, les Vagabonds de l'énergie. Enfin, voilà, on essaye de parler d'énergie d'une façon désirable et n'hésitez pas du coup à venir consulter les replays et aussi à ouvrir votre compte. C'est gratuit et rapide sur la e-communauté énergie pour être tenu informé de toutes ces belles choses. Et une nouvelle fois, merci à tous et toutes d'être restés, d'avoir participé, et un grand merci à Julie également pour la préparation et pour l'animation de ce webinaire. C'était parfait. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Au revoir. Oui, merci.